Eh bien, il est 19 h et vous êtes sur Géopolitique Profonde. Les petites annonces, déjà. Géopolitique Profonde, c'est évidemment une revue confidentielle. Nous en sommes à la 22e, mars 2023, avec des auteurs, souvent d'ailleurs des permanents de nos matinales sur Géopolitique Profonde. Sylvain Ferreira, c'est le permanent du mardi. Marc-Gabriel Draghi, que j'ai eu hier, comme tous les vendredis d'ailleurs. Claude Janvier, Thibaut Kerlirzin, et bien évidemment aussi de la macroéconomie, des placements, Andy Bussaglia, Franck Pengam. Donc venez nous rejoindre, une semaine d'ailleurs de gratuité dans sa version numérique comme papier, qui vous donnera accès ainsi à des formations en ligne en matière de placement décentralisé. Vous regardez les liens en description sous les vidéos, vous cliquez en conséquence. La boutique, évidemment, de GPTV, les produits dérivés, faites-vous plaisir. Il ne faut pas avoir peur, ça c'est évidemment le moque du boss Mike Borowski. Moi j'ai le droit qu'à GPTV, sinon il y a des casquettes, des suites, à capuche, des bonnets. On va quitter les bonnets puisqu'on est au printemps maintenant pour mettre petit à petit des casquettes, c'est bien évidemment. Parfait, eh bien écoutez, je me tourne tout de suite vers l'invité du jour, Yvan Rioufol. Bonjour. Bonjour. Bonjour cher Yvan, journaliste, essayiste, vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. Vous avez été 35 ans journaliste au Figaro et 20 ans sur un bloc-notes, c'est ça? Oui, absolument. Oui, j'ai pris ma retraite à 70 ans, c'était il y a 2 ans de cela, pour ne rien vous cacher de mon âge non plus. Et oui, ça a été une très bonne expérience. J'avais commencé dans la presse régionale. Oui, Océane. À Presse-Océan, à Nantes, Presse-Océan, où là, je m'étais initié au journalisme de proximité, dans le fond, et cela ne m'a jamais quitté. Ça a toujours été ma ligne de conduite de me mettre à l'écoute précisément de ceux qui n'avaient pas la parole et de la vie des gens ordinaires. C'est ce qui redevient un petit peu à la mode aujourd'hui. On redécouvre les gens ordinaires. Or, moi, ces gens ordinaires, je les découvre, je les connais depuis maintenant 45 ans, parce que j'ai commencé dans le journalisme en 75. Donc oui, ça fait 45 ans, peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais pas, c'est épouvantable tout cela. Alors quand vous écrivez justement Journal d'un paria, vous qui êtes un journaliste proche, est-ce que finalement les Français ne sont pas devenus un petit peu dans nos pays des sortes de parias ? Pour le pouvoir. Moi, j'ai une théorie, si je puis dire, tout très modestement, qui est de dire que, dans le fond, nous sommes en train de vivre la revanche des parias. C'est-à-dire que dans cette révolution qui s'est accélérée avec ce que Donald Trump a appelé la révolution du bon sens, ce que j'avais appelé, moi, la révolution du réel, mais ce qui revient au même, c'est-à-dire que c'est cette révolution qui donne aujourd'hui la parole à ceux qui n'avaient pas la parole, surtout à ceux qu'on ne voulait pas entendre. C'est ce qui a porté Trump au pouvoir, c'était ce que l'on appelle le populisme, ce que d'autres appelleraient dans le fond l'extrême droite, parce que maintenant tout est d'extrême droite, voilà. Il s'agit d'avoir à réduire la colère des peuples à ce qui serait un nouveau fascisme. Moi je suis un libéral en tout, je déteste le totalitarisme, je me suis construit intellectuellement contre les totalitarismes, il n'est pas question un quart de seconde que je puisse soutenir quelques mouvements qui soient qui pourraient se présenter comme étant fascistoïdes. Enfin c'est une imbécilité. Mais en tout cas, ma théorie, si je puis dire, est qu'en effet, aujourd'hui, les peuples ont été tellement humiliés depuis maintenant 50 ans par cette dictature de la social-démocratie. Ça, c'est un mot que j'ai vu qui a été donné par François Fillon dans une interview à Valeurs Actuelles il n'y a pas très longtemps, et je trouve que c'est assez juste ce concept de dictature de la social-démocratie qui a empêché, précisément au nom de concepts mondialistes, de société ouverte, qui a empêché toute critique et toute pensée alternative. Et que les communistes appelaient sociotraîtres, hein, d'ailleurs. Exactement. Et donc, je pense que je remarque, comme je m'attache aux petits faits vrais et aux petits détails de la vie, je remarque qu'il y a une accumulation de frustration au cœur de la population, des gens ordinaires ou pas ordinaires, ou même des élites dans le fond, et qui n'en peuvent plus de ce carcan intellectuel, de cette chape de plomb, cette impossibilité de dire, sauf à être caricaturé comme étant complotiste, etc. Enfin, je vous fais pas faire la litanie de toutes les insultes qu'on peut recevoir, que je reçois, moi, depuis maintenant 50 ans, mais je suis maintenant vacciné, et, si je puis dire. Et donc, je suis optimiste, dans le fond, de voir qu'aujourd'hui, les peuples se réveillent, et je suis en même temps inquiet de voir que le vieux monde qui s'accroche à son pouvoir, ce monde de la social-démocratie, ce monde des mondialistes, ce monde de la société ouverte, est tellement persuadé d'avoir raison qu'il ne lâchera pas si facilement ses prérogatives. Or,
à qui est un classique avec les totalitarismes. C'est justement de lâcher jamais l'affaire. Il y a des relents totalitaires, et quand on voit que la France insoumise va manifester, par exemple, ce week-end contre ce qu'elle appelle l'extrême droite, en désignant tous ceux qui ne lui ressemblent pas, je remarque que cette diabolisation de toutes les oppositions est reprise également par la Macronie, qui elle aussi désigne comme étant d'extrême droite tous ceux qui ne marchent pas dans les clous. Or, s'il advenait en 2027 qu'un patriote, que quelqu'un qui précisément gagne l'élection, je crains qu'on ne puisse arriver à des sortes de guerres civiles, dans la mesure où si par exemple Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ou Retailleau, ou qui d'autre, je crains effectivement que ce vieux monde, s'accrochant à ses prérogatives, n'accepterait pas cette loi des urnes, et pourrait être amené effectivement à les contester par la rue, et donc à déboucher peut-être sur des guerres civiles. J'émets cette hypothèse parce que j'y pense depuis quelque temps. Je vois que ce qui se multiplie comme signe d'intolérance de la part de ceux qui se disent démocrates, qui acceptent par exemple que des élections soient annulées en Roumanie, qui acceptent ils ont trouvé une nouvelle solution maintenant. Qui acceptent qu'une chaîne de télévision populaire comme C8 soit éjectée de la... Oui, du jour au lendemain, du PAF. Etc. Et qui acceptent des autocensures, qui acceptent que les réseaux sociaux soient mis sous surveillance avec des lois dites Avia, enfin la loi Avia, qui prétend traquer la haine en ligne. La haine dans les propos, sans définir exactement ce qu'est la haine juridiquement, etc. Donc il y a une stratégie, dans le fond, en effet, fascistoïde, totalitaire, pour reprendre le mot. Je pense qu'effectivement ce mot-là convient assez bien, et qui est en train de caractériser cette fin de parcours d'un vieux monde qui s'épuise, mais qui devient de plus en plus virulent, pour essayer de surmonter, dans le fond, sa faillite. Alors, un blog que je conseille, qui est votre blog, Yvan Rioufol, nous avons, c'est pas vraiment un anniversaire, mais néanmoins, marqué les 5 ans du début de la crise sanitaire. Le premier, nous sommes en guerre, avec la suite, c'est-à-dire les confinements, et puis une tentative, heureusement échouée, d'une vaccination obligatoire. Et vous dites, c'est ce que j'ai mis un petit peu dans le pré-enregistrement, c'est-à-dire que la crise Covid a durablement infecté, dites-vous, la démocratie. Oui, de mon point de vue, oui, elle a infecté la démocratie, d'abord dans la mesure où elle a, en instrumentalisant les peurs, elle a infantilisé à dessein toute une partie de la population qui s'est pliée, dans le fond, qui a accepté d'obéir à des oukases étatistes qui ne correspondaient pas à la réalité, afin de mimer, dans le fond, un autoritarisme d'État, et afin de mimer également une sorte de mondialisation heureuse. Je m'en explique en 2 mots, parce que c'est effectivement... je pense que cette crise du Covid, d'abord, a pris prétexte d'une épidémie qui n'était pas aussi mortelle qu'elle avait été présentée. On disait que le Covid allait tuer 500 000 personnes, rappelez-vous, en France. Je pense que ça a permis de justifier le 2e confinement, d'ailleurs. Absolument. Et donc, il y a eu une surévaluation de ce Covid-là. Et surtout, cela a permis, me semble-t-il, d'utiliser les citoyens français comme cobayes pour au moins 2 impératifs. D'abord, d'essayer de faire en sorte que, comment vous dire ça sans trop bafouiller, de faire en sorte que la mondialisation soit acceptable d'un point de vue sanitaire, oui, en essayant d'imposer des règles qui avaient été en fait définies par l'Organisation mondiale de la santé, sous pression, parce qu'il y avait des liens, sous pression de Schwab, le fondateur de Davos, qui avait lui-même fait un livre sur le Great Reset et qui disait qu'il fallait exploiter cette crise du Covid pour également en faire pour essayer de mettre en place d'abord une société mondialiste, qui allait diligenter des impératifs au nom d'un gouvernement mondial, ce qui s'est fait à travers l'OMS, et puis également essayer de promouvoir cette nouvelle société sans contact, cette nouvelle société informatisée, numérisée, etc. Oui. Et il a fait un livre où c'est tout à fait explicitement écrit. Donc il y avait, à travers la crise du Covid, il y avait d'abord ce premier
ce premier objectif qui était de conforter dans le fond un gouvernement mondial à travers la peur et à travers ces solutions qui effectivement se sont ressemblées d'un pays à l'autre, dans la mesure où chaque pays s'est plié aux directives de l'OMS, qui elle-même se pliait, de mon point de vue, à des directives de ceux qui théorisent le mondialisme. Et Dieu merci, il semble que ça a échoué. Puis le deuxième ressort, dans le fond, de cette crise du Covid a été en effet de tester à travers ce virus, de tester la résistance ou non des peuples à des oppressions d'État, de mon point de vue, à des violations de libertés fondamentales. Et on s'est aperçu qu'à travers cette instrumentalisation de la peur, les Français ont accepté, et cela m'a désolé, parce que j'avais en mémoire les Gilets jaunes et leur rébellion, et là, les Français ont accepté, au contraire, de se mettre leurs pantoufles, de rentrer chez eux, et de ne pas voir qu'il y avait, à travers les impératifs complètement loufoques qui ont été donnés, de ne pas embrasser sa grand-mère, de faire des auto-attestations, etc., enfin d'être puni si on s'écartait de 5 mètres, etc., ils ont accepté cette servitude volontaire qui, normalement, aurait dû horrifier le moindre démocrate, d'autant qu'aucune opposition n'a été permise dans le débat public, rappelez-vous, ne serait-ce que comment le professeur Raoult a été traité, peut-être disait-il parfois des incongruités, mais enfin il ne méritait pas cette chasse aux sorcières qui a été celle qui lui a été dévolue. Et donc il me semble que le Covid a été vu comme, de la part des puissants, comme étant une autre sorte de répétition générale de ce que pourrait être un ordre sanitaire, puis un ordre tout court, avec une volonté quand même d'asservir ou de terroriser, puis d'asservir les populations au nom d'une guerre fabriquée, préfabriquée pour le Covid, encore au nom d'une guerre maintenant contre la Russie, dont on reviendra peut-être, etc. Oui, et on y reviendra. Et donc, j'ai été effaré de voir que nous étions très peu, lors de cet épisode du Covid, à mettre en alerte précisément sur les méthodes mensongères d'abord, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, tous vaccinés, tous... Alors ça, gros fake news, alors qu'évidemment vous aviez des fact-checkers qui dénonçaient au contraire les ennemis du narratif. Et donc j'ai été horrifié de voir qu'effectivement il y avait très peu de protestations sur ces fake news-là, et que d'autre part, les intellectuels eux-mêmes, qui eux auraient dû être les vigies de ces graves atteintes aux libertés fondamentales, liberté de dire d'abord, aux libertés naturellement de s'exprimer, aux libertés d'aller et venir, parce que toutes ces libertés ont été bafouées, eh bien il n'y a eu que très peu d'intellectuels, très peu de grande conscience, très peu de journalistes. J'en étais, Dieu merci. Vous avez sauvé une partie de l'honneur de la profession. Et je suis content de ne pas m'être trompé, mais j'observe que 5 ans après, il est difficile encore en plus, il n'y a aucune remise en question. De la part de ceux qui ont été les promoteurs de ce totalitarisme en mouvement, enfin, qui se soient excusés, et qui se soit même excusé d'avoir survendu d'ailleurs également des vaccins qui non plus n'étaient pas aussi efficaces. Simplement, tout le débat a été réduit au fait que ceux qui s'opposaient à cet ordre sanitaire seraient soi-disant des anti-vax. Alors j'ai été traité j'ai tous mes vaccins, sauf effectivement le Covid. Je n'avais pas été vacciné du Covid parce que je trouvais que c'était un vaccin expérimental, mais c'était pas non plus le fond de ma critique n'était pas sur le vaccin lui-même. Les gens auraient dû faire ce qu'ils voulaient, mais ils ne pouvaient même pas faire ce qu'ils voulaient dans le fond. Et qu'au nom de cette obligation de penser, de cette interdiction qu'il y avait à débattre, et on a caricaturé en anti-vax tous ceux qui disaient qu'il y avait un grave danger à laisser aller comme ça nos démocraties au prétexte d'instrumentalisation de peur et au prétexte effectivement d'une sorte de répétition générale de ce que pourraient être des peuples asservis. Et donc je pense qu'on ne s'en remettra pas, parce que les libertés perdues en général ne se rattrapent pas souvent, ou en tout cas elles laisse toujours un peu des plumes. Et je pense que si les Français ne se réveillent pas eux-mêmes de ces tentatives de soumission, on risque des désagréments. Cet effort, en effet, de peuples précédemment qui ont acquis et de haute lutte un certain nombre de libertés, dont la liberté d'expression, tout est à refaire, en partie en tout cas. Oui, tout est à refaire, et encore une fois, et maintenant encore, on se rend compte que les mêmes mécanismes
de ségrégation, dans le fond, les mêmes mécanismes de diabolisation qui disaient de ceux qui émettaient un moindre jugement de bon sens, dans le fond, qu'ils étaient complotistes. C'est quand même ça, l'argument massu maintenant depuis quelques années, c'est que dès que vous émettez un avis qui est contraire à la doxa, au discours obligé, vous devenez complotiste. Ça devient complètement idiot. Et bien ce mécanisme-là qui s'est accéléré sous le Covid, continue à être appliqué aujourd'hui à travers, par exemple, le conflit ukrainien. On pourra peut-être y revenir. Oui. Qui a des similitudes, même si c'est plus compliqué, je l'entends bien, et qu'en tout cas, il est maintenant impossible, dans les médias, en tout cas, d'avoir un discours équilibré entre des pour et des contre. Parce qu'il était le b.a.-ba, en tout cas du journalisme dans les années 80-90, c'est pas si vieux que ça, devient impossible aujourd'hui. Vous ne pouvez pas apporter un esprit de contradiction sans être aujourd'hui suspecté d'être d'extrême droite, fasciste, etc. Donc c'est épuisant et en même temps c'est ridicule. Et je pense que cela montre à quel point ce vieux monde s'effondre parce qu'il ne sait plus argumenter et que toutes ces idéologies, dans le fond, qui depuis 50 ans ont voulu balayer le réel, sont en train de provoquer l'effondrement de ceux qui les promouvaient. On a l'impression que ce que vous dites est encore, alors que par exemple la crise sanitaire était mondiale, c'est dans l'Europe entière et l'Occident entier qui aujourd'hui, avec évidemment ce qui vient de se passer aux États-Unis qui change la donne, qui était en guerre contre Poutine et la Russie. Mais on a l'impression que la France, et par exemple déjà sur la remise en question de tout ce qui a pu être énoncé il y a 5 ans sur la crise Covid, nous sommes, c'est le monsieur plus. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui se remet encore moins en question que d'autres pays européens, est-ce que c'est lié à la spécificité de notre presse d'opinion, moins presse d'investigation, ou est-ce une autre raison qui est plus politique? Comment se fait-il qu'on a l'impression, et c'est vrai aussi sur la guerre, que la France est de tous ces pays presque un laboratoire expérimental de ce totalitarisme que vous dénoncez, plus encore que les autres? C'est une vieille histoire. Je pense que le poison qui gangrène la presse, c'est l'idéologie. Mais ça ne date pas pas d'hier, ça date d'avant-hier, ça date des années, je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait un historien de la presse pour essayer de elle s'est structurée en France. L'affaire Dreyfus, par exemple, a structuré la presse. Ça remonte à très loin. Voilà. Mais je ne suis pas un historien. Mais en tout cas, le poison de l'idéologie a fait en sorte que la presse, aujourd'hui, s'est elle-même auto-sacrifiée, parce que moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, et quand je continue dans le journalisme, je l'ai fait toujours avec cette vision très naïve de dire qu'un journaliste devait être un photographe de l'instant, un photographe par les mots, mais de décrire très exactement ce qu'il voyait. Alors, je ne dis pas c'était en toute objectivité. La logique du grand reporter, presque. L'objectivité n'est pas possible. Mais enfin, en tout cas, moi, je m'applique à décrire des faits, des petits faits vrais, pour parler comme Madame de Sévigné, et d'essayer de comprendre, de voir comment vivent les gens. Or, et peu importe que cela corresponde ou non à des a priori que je pourrais avoir. Or, la presse, mais singulièrement depuis les écoles de journalisme et les formations à sciences politiques, d'où sortent maintenant beaucoup de journalistes. Moi, je n'ai pas fait d'école du tout de journalisme, j'ai fait du droit. Et donc, j'ai appris justement à essayer de raisonner par bon sens. Et encore une fois, cette révolution du bon sens me paraît être un bol d'oxygène. Mais une partie de cette presse s'est construite, au contraire, sur des idéologies fausses. Des idéologies généreuses, en règle générale, toujours très généreuses, mais des idéologies fausses. Le mondialisme, l'antiracisme, tous les mots en isme, féminisme, etc., qui ont obligé à casser les faits afin de les faire rentrer dans des dogmes et de les faire rentrer dans des petites boîtes. Or, aujourd'hui, on se rend compte que si notre société libérale, et singulièrement la société française, est à ce point en déclin, c'est précisément parce que depuis 50 ans, elle a été conduite par ces idéologues-là, au nom de bons sentiments, à ce délitement culturel, ce délitement social, ce délitement économique. Enfin, il est affolant quand vous regardez le bilan, sans vouloir être absolument nostalgique de tout, il est affolant de voir comment la France aujourd'hui dégringole. Donc il faut bien y trouver des responsables. Je veux bien que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il suffit de désigner l'immigration. L'immigration, naturellement, l'immigration incontrôlée est un facteur naturellement de déstabilisation, mais le facteur principal de déstabilisation, c'est bien ceux qui ont apporté d'abord cette détestation de nous-mêmes, cette ouverture du pays à ce mépris des Français, Français, un autre peuplement, etc. Donc les vraies
responsables. Les traîtres, j'avais écrit un livre dernièrement qui s'appelait Les traîtres. Les vrais traîtres, ce sont ceux qui sont encore au pouvoir et qui donnent des leçons. Et c'est ceci qui est exaspérant. Et c'est ceci, pour revenir à ma précédente explication, c'est ceci qui est en train de faire en sorte que les parias, ceux qui ont été méprisés jusqu'alors, sont en train de reprendre le pouvoir et pourraient reprendre le pouvoir. Alors les parias, ce sont tous ceux, encore une fois, qui sont pour l'instant insultés, qui sont dits complotistes, qui sont dits d'extrême droite. Mais ça commence à faire du monde, parce que d'abord, l'extrême droite ne représente plus grand-chose si on pense à la définition exacte. L'extrême droite, c'était un mouvement qui refusait les élections, qui appliquait plutôt la violence afin d'arriver au pouvoir. Le 6 février 34, par exemple, les ligues. Alors il y a sûrement encore des gens d'extrême droite qui répondent à cette définition-là. Il n'y en a plus beaucoup. Mais moi, ce que je vois plutôt, ce sont des gens qui demandent plus de qui veulent une démocratie avec le peuple, qui en ont marre de cette démocratie qui se fait sans le peuple, qui veulent davantage de liberté et qui dénoncent où sont les vrais racistes aujourd'hui, et singulièrement également, et où sont les vrais antisémites. Enfin, on voit bien qu'il y a tout un monde à l'envers qui s'est construit et qui m'horripile et qui horripile de plus en plus de monde. Et c'est pour ça que donc, malgré tout, je suis optimiste, avec ces réserves, effectivement, qu'il y a tout de même une apathie des Français que l'on a vu à travers le Covid, que l'on n'avait pas vu avec les Gilets jaunes, que l'on a vu avec la... Donc il y a une contradiction dans la société qui reste à explorer et sur laquelle moi-même je m'interroge. Je n'ai pas de certitude sur le potentiel de révolte et de révolution qui pourrait amener à perpétuer cette révolution du réel, cette révolution du bon sens qui a commencé aux États-Unis. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.